j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous présents dans la salle, mais aussi, semble-t-il, pas mal d'inscrits en ligne pour cette conférence qui a pour thème donc l'institution judiciaire réhumanisée. Donc, j'imagine qu'on en saura un peu plus sur ce que vous entendez par la réhumanisation de l'institution judiciaire. Moi, je tiens vraiment à remercier le Centre de recherche en droit public, le CRDP, pour cet accueil. J'ai pas eu besoin d'insister dès que j'ai proposé cette conférence, il y a tout de suite eu un enthousiasme par rapport à ça. Et puis, j'en profite aussi pour remercier la SOJAC, que je vais présenter tout à l'heure, l'Association des organismes de justice alternative du Québec, qui sont partenaires dans l'organisation de cette conférence, et également le Centre de services de justice réparatrice que je vais présenter aussi. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos deux conférencières principales, Sandrine Lefranc. Je vais dire quelques mots de Sandrine, qui est une chercheure très reconnue dans le domaine, je ne sais pas, justice restaurative, transitionnelle, la justice internationale, qui travaille aussi sur la question de la mémoire collective, qui est directrice de recherche au centre au CNRS, pardon, rattachée à Sciences Po, à Paris, et qui est actuellement, d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut profiter de sa présence, parce qu'elle est professeure invitée chez nous à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, mais aussi à Ottawa, c'est ça? Qui a travaillé aussi beaucoup sur les attentats. Donc, elle est l'autrice d'un rapport, d'un ouvrage qui est tiré de l'observation des procès des attentats terroristes de novembre 2015 et qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Un verdict sans appel, enquête sur le procès des attentats de novembre 2015. Donc, j'imagine que tu vas sûrement en faire allusion. Et bon, il y a beaucoup d'autres ouvrages et articles passionnants. D'ailleurs, j'utilise beaucoup les travaux de Sandrine dans mes propres cours et je suis très heureuse qu'elle soit parmi nous. Et je suis aussi très heureuse d'accueillir Delphine Griveaux, qui est sociologue et politiste, qui est actuellement chargée de recherche au Fonds national de la recherche scientifique à l'Université catholique de Louvain, c'est ça, en Belgique, et qui vient de publier sa thèse aux éditions La Découverte qui s'appelle Réparer la justice, enquête sur les pratiques restauratives en France. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'être sur ton jury de thèse et c'est une thèse qui est passionnante et vraiment, je suis aussi très, très heureuse que Delphine soit parmi nous. Et puis, je vais présenter aussi, on va écouter Delphine et Sandrine nous parler de cette réhumanisation de l'institution judiciaire. Mais on aura aussi donc nos partenaires pour l'organisation de cet événement, donc Benoît Gauthier, qui est ici présent, responsable des programmes de médiation à l'organisme de justice alternative Trajet, et qui est aussi formateur au sein de cette association, superviseur aussi pour des stages, je pense au travail social à l'UQAM, et qui enseigne aussi, qui est chargé de cours dans le domaine d'ailleurs de la médiation à la faculté de l'apprentissage continu. Et nous avons aussi Clara Desaulniers, qui est directrice générale de l'Association des organismes de justice alternative, qui a travaillé beaucoup dans le développement communautaire, qui a un bac en sciences sociales et diplômée de communication humaine. Et nous avons aussi Estelle Drouvin, qui est directrice du Centre de services de justice réparatrice, ça s'appelle encore comme ça, mais pas pour longtemps, je crois, qui est animatrice des ateliers guérison des mémoires depuis quelques années maintenant, directrice du CSJR depuis 2010,
CSJR qui est assez important parce que qui a inspiré d'ailleurs la garde des Sceaux, hein, Christine Taubira. En quelle année elle était venue chez vous? En 2014, et qui s'est inspirée de ce qui se fait au CSJR pour promulguer sa loi sur la justice restaurative en France. Donc, vous avez une importance dans l'histoire du développement de la justice restaurative en France. Formation en droit, spécialisée en droit international des droits de la personne. Donc voilà, je pense que j'ai présenté tout le monde. Et puis Dominique Fauché aussi, qui est là et qui est coprésidente du CSJR, qui a participé à des, est-ce que je peux le dire sans difficulté, qui a participé d'ailleurs à des rencontres détenues victimes, je pense à 2 reprises, à titre de personnes qui victimes de 2 événements en particulier. D'ailleurs, qui vient de temps en temps dans nos cours parler de son expérience et qui est très impliqué aussi au CSJR. Donc, bienvenue à tous. Donc voilà, sans plus tarder, ben, je vous laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction, Mylène. Merci au CRDP, merci aux associations de la SNESAC et au CSJR d'être venus aussi pour qu'on parle tous ensemble de justice réparatrice, parce que c'est majoritairement ça dont il va être question, même si on a trouvé un titre un petit peu affriolant pour l'occasion. C'est plutôt tout simplement de pratiques de justice restaurative dont il va s'agir, si ce n'est qu'on va essayer effectivement avec Sandrine de resituer ça dans une histoire semi-longue, on va dire, des évolutions, des critiques et des évolutions de la justice pénale. Et effectivement, on va dire que la justice réparatrice, c'est un symptôme, une des voies, on va dire, de la réhumanisation de la justice. Et donc, à ce titre, ça va être le fil rouge, en fait, de cette intervention. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord revenir sur ce mouvement critique du droit pénal et de la justice pénale et sur la naissance des justices alternatives de manière plus large que la simple justice réparatrice. Et puis Sandrine après va nous parler plus de la situation en France, voilà, de la critique de la justice pénale en France et puis et des contours de la justice restaurative en France. Et ensuite, on va entrer. Alors, on a dû faire des choix parce qu'on a, on a enquêté à 2, on a enquêté dessus pendant du coup presque 10 ans, en fait. Ouais, ça ne me rajeunit pas, Sandrine. Et donc, on a fait des choix. On a fait le choix de vous parler surtout des effets de ces pratiques, à la fois sur les professionnels de l'institution judiciaire et sur les participants, participantes aux mesures. Voilà pour le plan, entre guillemets, pour les choix qu'on a fait. Donc, je démarre par un petit retour en arrière. On va revenir. Alors, il est coutume de dire, je crois en criminologie abolitionniste, que voilà, la critique de la prison naît avec la prison elle-même. Il y a une petite phrase comme ça qui est souvent. C'est Foucault qui dit ça. Et donc, c'est un peu pareil avec la justice pénale. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'État a monopolisé, rationalisé la justice, il y a eu des formes de critique, des formes de résistance à la justice d'État. Et nous, on va vous parler que d'une petite partie finalement de cette très longue histoire. On va vous parler d'un mouvement critique qui naît dans les années 60 en Amérique du Nord et en Europe, et qui est un mouvement critique à la fois du droit pénal et de la justice pénale. Alors critique au sens, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va peut-être y revenir, où la justice pénale est perçue comme une entreprise très froide, verticale, très distanciée des citoyens, citoyennes, violentes parfois même, et puis aussi très inégalitaires. Hein. C'est ce grand reproche qui est fait au droit de criminaliser certaines déviances et pas d'autres. Toute une série de critiques comme ça qui naissent dans les années 60 et qui s'expriment particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, et qui donc ne sont pas sans lien avec théoriquement la criminologie critique, hein, qu'elle soit abolitionniste ou non. Mais qui est aussi à voir avec des mouvements sociaux divers et variés, des mouvements, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais des mouvements de revendication de droits des victimes, notamment portés par des féministes qui sont quand même très influentes dans les années 70. Ça a été beaucoup moins le cas après.
des courants aussi de militants et d'universitaires pacifistes, de courants protestants, évangéliques, protestants, anabaptistes, surtout des ménonites et des quakers, qui sont très liés à cette critique-là, qui sont des militants et des universitaires acquis à la philosophie de la non-violence. Et puis, c'est une critique qui provient aussi, et ça c'est intéressant également, des acteurs judiciaires eux-mêmes qui vont, sous le chapeau, sous le courant de l'alternative dispute resolution, promouvoir des manières de faire justice plus informelles, plus négociées euh, voilà, que la manière de faire de la justice pénale à ce moment-là. Ces mouvements, ils vont donner naissance à des techniques et des idées assez disparates qui vont se formaliser petit à petit en plusieurs modèles de justice, d'autres justices, entre guillemets. Et alors, les plus connus, ce sont la justice transitionnelle, la justice restaurative ou réparatrice ou restauratrice, ça dépend. Ici, je sais qu'on parle plus de justice réparatrice, je crois le savoir en tout cas, j'ai un hochement de tête à peu près. En Belgique, là où moi je réside et je travaille, on dit plus restauratrice. Et puis en France, où on a particulièrement enquêté, on dit restaurative. Bon, ça renvoie à la même chose. Donc ne vous embêtez pas trop. Enfin, vous allez trouver des gens qui ont des petites nuances et tout qui peuvent être importantes pour certains, mais ça renvoie aux mêmes pratiques. Donc vous embêtez pas trop avec ça pour l'instant. Donc justice traditionnelle, justice restaurative et puis justice transformatrice aussi. Où vous allez aussi trouver l'acception justice transformative, idem, c'est un peu la même chose. On va dire que ces trois autres justices sont celles qui se sont le plus fait connaître et qui ont créé autour d'elles les mouvements académico-pratiques les plus stables, les plus reconnus. On va surtout aujourd'hui parler de justice réparatrice, mais je voulais quand même vous présenter quelques points communs, en tout cas on va dire, quelques points communs et quelques différences assez notables entre ces modèles. Ils partagent des objectifs communs. Hein. Si je résume simplement, il s'agit d'apaiser et les individus et les sociétés, et les collectifs et les sociétés dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Ils partagent aussi des outils. On va utiliser surtout en fait le dialogue. Ça va être l'outil principal, l'écoute, le dialogue, l'expression de soi et de ses émotions, la reconnaissance à la fois de ce qui s'est passé, des responsabilités qui sont engagées, que ce soit des responsabilités individuelles ou collectives, enfin la réparation des personnes qui sont désignées comme victimes, que ce soit une réparation financière ou une réparation symbolique. Donc ces trois modèles ont tous ça en commun. Par contre, il y a des différences assez notables, notamment qu'elles ne sont pas portées par les mêmes groupes, elles vont pas, les groupes professionnels et sociaux, elles ne vont pas circuler dans les mêmes endroits. Il y a une espèce de partage du travail, pour le dire un petit peu cyniquement. La justice transitionnelle, qui est la première à être formalisée dans les années 80, va circuler dans les pays dits du Sud global, va être portée par plutôt des juristes, des droits de l'homiste, on dirait, des juristes internationaux. Et donc va représenter cet ensemble de mécanismes standardisés à l'échelle internationale qui essaient d'aider des pays dits en sortie de conflit à faire face aux violations massives des droits humains qu'elles ont pu connaître dans des périodes de dictature, de génocide et autres, guerre civile, etc. Quant à la justice restaurative et la justice transformatrice, qui se sont consolidées respectivement dans les années 90 et dans les années 2000, elles vont circuler dans les pays dits démocratiques et en paix, les pays dits du Nord, en tout cas certains pays dits du Nord. Elles vont être théorisées par des militants universitaires ménonites et quakers à la base, donc Howard Zehr pour la justice réparatrice et Ruth Morris pour la justice transformatrice. Elles sont peut-être encore plus proches, du coup, elles deux, l'une de l'autre que de la justice transitionnelle. Et elles vont se diffuser. Donc, alors, elles ont, on va dire, trois grands principes communs. Pour le dire très simplement, écouter et réparer les victimes, responsabiliser les auteurs et transformer la société, pour le dire très simplement, avec un référentiel commun qui est celui du dialogue, encore une fois, qui va être un référentiel plus important que celui du droit, et puis un référentiel aussi qui est celui de la réparation, qui va être plus important que celui de la punition. Et je le dis comme ça parce qu'il y a dans tous ces modèles une définition qui se fait en creux, en fait, de
de ce qui est critiqué dans la justice pénale. Elles ont néanmoins une différence notable. Là encore, elles ne circulent pas dans les mêmes milieux, hein. La justice restaurative va circuler dans des milieux plutôt réformistes, alors que la justice transformatrice va circuler dans des milieux plutôt révolutionnaires, on va le dire comme ça, dans des milieux très hostiles aux institutions publiques. Même si aujourd'hui on voit de plus en plus, et c'est vrai pour la justice restaurative et la justice transformatrice, des formes d'hybridation. Et c'est aussi vrai pour la justice transitionnelle. C'est cette forme très connue de la justice transitionnelle qui est celle des commissions, par exemple, des commissions de vérité et de réconciliation. C'est une forme qui a majoritairement circulé dans les pays du Sud, mais qu'on a pu retrouver au Canada, par exemple. Il y a eu une commission de vérité et réconciliation autour des pensionnats autochtones. C'était dans les fins des années 2000, je crois, mais ça a duré quand même un bout de temps. Et on en voit de plus en plus de ces formes commissions de vérité et réconciliation aussi dans d'autres pays dits du Nord, et notamment en France, on en a retrouvé autour des abus sexuels dans l'Église catholique, on en a retrouvé autour de la reconnaissance et de la réparation des harkis, on en a retrouvé autour de l'inceste aussi, la civise. Ouais, ça devient presque un outil de politique publique. Maintenant, ces formes commission de vérité et réconciliation, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer en France. Donc, tout ça pour dire que ces modèles qui ont circulé de manière à se différencier aujourd'hui s'hybride de plus en plus. C'est quelque chose qu'on peut observer en tout cas. Avec comme fil rouge cette volonté de réparer les victimes. Pour vous convaincre, s'il le faut, de l'intérêt de ce qui peut apparaître comme un détour, en fait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous offrir un miroir, mais un miroir déformant. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de remettre ça en contexte et d'insister sur les liens, proximité et les différences fortes entre justice transitionnelle, justice transformatrice, justice réparatrice ou restaurative. Et c'est aussi une manière de nous amener à réfléchir ensemble les carences du droit pénal. Delphine l'a dit, il s'agit toujours de réagir à des défauts du droit pénal. L'intérêt de penser justice transitionnelle en même temps que justice réparatrice, c'est de se souvenir que le droit pénal, dans ces deux situations, est défaillant. Alors, on connaît les défaillances banalement gestionnaires du droit pénal, beaucoup de prisons surpeuplées, des budgets à la baisse, ça, on en est tous familiers ici. Mais c'est intéressant aussi de réfléchir à ces limites du droit pénal dans des situations post-violence de masse, et par exemple de se souvenir que si on a recours à la justice transitionnelle, qui est une forme de justice réparatrice dans ces situations, c'est parce que le droit est muet. Les avocats et les magistrats ont pu être complices d'un régime répressif, ils peuvent être tout simplement morts, les tribunaux n'existent pas, les prisons sont insuffisantes, les criminels sont trop nombreux, les victimes sont trop nombreuses, donc on a un droit pénal qui ne peut pas faire face à ces situations. Et c'est intéressant de penser la justice réparatrice en lien avec ces violences de masse et avec cette incapacité massive du droit pénal, notamment quand on prend en compte les efforts de la justice réparatrice, celle que nous connaissons au Canada, en Belgique comme en France, pour répondre aux violences sexuelles qui sont elles aussi des formes de violence de masse dans des sociétés en paix. Donc, voilà, l'un des intérêts de cette exploration assez élargie, c'est d'essayer de penser ensemble ces carences du droit pénal. Autre aspect intéressant de cet exercice d'exploration un peu élargi, c'est d'essayer de comprendre ce qui passe, ce qui se diffuse d'une situation à une autre. Et à vrai dire, on est là aujourd'hui toutes les deux au Québec avec cet amusement relatif, mais amusement de chercheuse, qui est qu'on a toujours l'impression que le modèle est ailleurs. On vient de France, Christine Taubira était à un moment, au moment d'ailleurs où la loi sur la justice restaurative a été adoptée dans les locaux du CSJR, donc c'est ici que le modèle se trouve, on est ici, on se rend compte que le modèle, et notamment dans un programme du CSJR, renvoie à l'Afrique du Sud, qui est précisément une des situations où la justice transitionnelle et les commissions de vérité et de réconciliation étaient outillées. Donc il y a une recherche permanente de cette source d'inspiration qui dit bien aussi les liens forts entre ces modèles et entre ces situations de défaillance de la justice pénale. Pour
compléter cet exercice, mais cette fois-ci de manière très, très concrète, un miroir déformant aussi, puisque ce qu'on va évoquer ici principalement, c'est la situation en France, pour vous aider à comparer vos pratiques et vos intérêts. La justice dite restaurative en France, Delphine l'a dit, elle ressemble beaucoup à celle qui est expérimentée ici, pour une raison assez simple, c'est que peut-être le modèle se trouve quelque part ici. Elle se trouve, elle a des similarités très fortes dans l'approche qui est employée, une approche qui est majoritairement relationnelle, je pense que Delphine s'exprimera avec plus d'aisance que moi, mais aussi dans les formes qui sont employées, c'est-à-dire qu'on trouve en France, notamment dans cette loi de 2014, les mêmes types de pratiques, les RCV, RDV, les rencontres collectives entre des personnes, auteurs et victimes, qui sont liées par un même fait mais qui ne se connaissent pas, des médiations restauratives directes, et on trouve aussi en France, à peu près aussi peu développées d'ailleurs qu'au Québec, les cercles de soutien et de responsabilité qui sont des cercles sans victimes constitués autour d'un auteur et en particulier de délinquants sexuels à haut risque, si je reprends les catégories de la criminologie. Donc, on a des similarités très fortes entre les pratiques françaises et québécoises, avec toutefois des nuances, et des nuances assez importantes, notamment dans la situation de ces pratiques dans le processus pénal. En France, c'est essentiellement du post-sententiel, et ça dit déjà en partie les relations complexes avec la justice pénale. On est en France sur un modèle qui théoriquement doit porter sur toutes les infractions, et pourtant, et c'est peut-être là aussi que la différence est assez nette, ce qu'on a constaté dans les pratiques effectives, c'est que ce sont surtout des atteintes aux personnes qui sont prises en charge par ces mesures, par ces dispositifs et par les associations qui les portent, et en particulier des violences sexuelles, puisque les chiffres sont extrêmement variés et disputés, mais c'est toujours au moins 50% des mesures de justice restaurative en France, quelle qu'en soit la forme, qui portent sur des violences sexuelles. Et certains des chiffres que nous avons connus plus récemment vont jusqu'à 80%. Donc c'est assez massif. On est en France sur des pratiques qui concernent des crimes graves, des atteintes aux personnes et en particulier des violences sexuelles. Autre nuance intéressante qui, à mon sens, devrait nous permettre de réfléchir ensemble, en France, on ne peut pas parler de déjudiciarisation autour des mesures de justice restaurative. Chez nous, on fait gratuit. On a une condition à respecter qui est qu'à aucun moment l'implication de l'auteur dans une mesure de justice réparatrice ou restaurative ne doit avoir d'effet sur le processus pénal. Et là encore, ça dit cette étanchéité paradoxale entre la mesure réparatrice, restaurative et la procédure pénale. Et puis, autre remarque à méditer, ce qu'on constate, alors même si je crois qu'on pourra s'entendre pour dire que ni la justice réparatrice ni la justice restaurative ne sont portées avec force par les institutions publiques et par les gouvernements, en France, la JR, la justice restaurative, elle est très peu institutionnalisée, c'est-à-dire qu'elle a été louée et même parfois portée avec fougue par certaines ministres ou certains ministres de la justice. Mais si on regarde du côté des budgets, si on regarde du côté des ressources humaines qui sont allouées à cette pratique, c'est un soutien du bout des lèvres très, très, très mince, et même à certains égards, plutôt quelque chose qui relève de la politique rhétorique à des fins, alors dans le jargon de la science politique, on parle d'évitement du blâme, à des fins de déculpabilisation de gouvernement, notamment en matière d'action contre les violences sexuelles. Et on a travaillé, Delphine et moi, là-dessus, sur ces pratiques un peu paradoxales de responsabilisation de la victime au nom de la justice réparatrice, responsabilisation qui vient expliquer qu'il n'y a pas de politique publique de justice restaurative en France. Bref, miroir déformant, vous voyez là déjà quelques nuances. On est toujours en France, comme au Québec ou au Canada, dans ce que Mylène et Dan Kaminski ont appelé des objets boiteux. Des objets boiteux, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes, ce ne sont pas tout à fait toujours les mêmes compositions. Il me semble que c'est intéressant à réfléchir de manière comparée. On a, je vous disais tout à l'heure, travaillé, alors là, ça ne se voit pas forcément quand on dit les choses aussi rapidement, des heures et des heures durant sur des pratiques. Et là, je vous propose de rentrer un petit peu dans ce concret. Alors quand je dis des heures et des heures durant, en fait, il y a deux enquêtes principales. Alors tu parleras aussi de votre enquête collective sur le procès V13, mais
là, en gros, on va vous faire entrer dans deux principaux résultats d'une enquête à la fois de thèse de doctorat, qui est la mienne, et puis d'une enquête ultérieure qu'on a menée ensemble avec Sandrine. Donc l'enquête de doctorat durant de 2015 à 2020 et l'enquête ultérieure de 2020 à 2023, en gros, quelque chose comme ça. Je vais le dire assez rapidement, parce qu'on ne va pas perdre trop de temps là-dessus, mais que ce soit l'une ou l'autre, le travail il a été mené essentiellement par des méthodes qualitatives des sciences sociales, des entretiens, des observations. On a fait des focus group aussi pour l'enquête avec Sandrine. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de la méthodologie, c'est peut-être pas ça qui vous intéresse, mais voilà, on pourra en reparler aussi. Ça représente quand même des centaines d'entretiens, des centaines et centaines et centaines d'heures d'observation auprès d'à peu près tous les acteurs que vous pouvez imaginer impliqués dans la justice restaurative, et y compris à l'intérieur aussi de programmes de justice restaurative. C'est-à-dire qu'avec Sandrine, et ça c'est quelque chose qui était important pour nous parce que je n'avais pas pu le faire pendant la thèse, on a pu aussi entrer dans vraiment des médiations restauratives, des rencontres entre détenus victimes, c'est-à-dire être dans un petit coin de la pièce et observer vraiment en situation ce qui pouvait s'y dérouler. Donc ça, c'est pour vous dire comment on a travaillé et en gros, deux résultats qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. C'est d'une part ce que ça peut produire sur l'institution judiciaire, mais plus particulièrement sur ses professionnels, et d'autre part ce que ça peut produire sur les participants, participantes, auteurs et victimes. Et donc là, on va se baser sur des données qu'on a recueillies en France. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de l'institution judiciaire, puis après, Sandrine vous parlera de ce qui se passe pour les participants, participantes, auteurs et victimes. Euh, donc, c'est un résultat qui a émergé assez tôt dans ma thèse de doctorat, qui était hyper surprenant pour moi, qui était quand même vraiment amusant. Alors, désolé, oui, c'est amusant en tant que chercheuse encore. On n'a pas forcément les mêmes amusements que d'autres. C'était de constater que, et c'est assez particulier à la France, je vous expliquerai pourquoi, je ne pense pas que ça pourrait se retrouver. Ça se retrouve pas en Belgique, ça pourrait a priori pas se retrouver, ou peut-être pas de la même manière au Québec. Mais c'était de constater que en fait, j'entrais dans un monde, celui de la justice restaurative, en m'attendant à être, je sais pas, à croiser plein d'auteurs, de victimes, de membres de la communauté, puisque c'est ce que je lisais dans les textes. Et en fait, je ne croisais que des professionnels de justice. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en France, la justice restaurative a été très fortement professionnalisée au sens où on a très vite évacué la question de la communauté et on a fait reposer l'animation des mesures de justice restaurative à des professionnels déjà existants qui étaient en fait majoritairement des professionnels du judiciaire ou du parajudiciaire. Donc judiciaire, en fait, des professionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Parajudiciaire, ça veut dire toutes ces associations, notamment d'aide aux victimes, mais aussi des associations socio-judiciaires qui sont en quelque sorte des délégués de services publics en France et qui donc ont des missions qu'ils exécutent pour l'institution judiciaire sur subvention de l'institution judiciaire. Donc, ça allait être ces professionnels qui allaient animer, c'est ce qui a été prévu dans la circulaire d'application de la justice restaurative qui a été signée en mars 2017 par un autre garde des Sceaux relativement impliqué aussi, qui s'appelle Jean-Jacques Urvoas. Et donc, ces professionnels, ils sont formés par des associations spécialistes de la justice restaurative, notamment l'Institut français pour la justice restaurative ou l'Association de recherche en criminologie appliquée. Donc, ils sont formés spécialement pour ça, mais ce sont d'abord des conseillers, conseillères pénitentiaires d'insertion de probation ou des salariés de l'aide aux victimes. Ça veut dire qu'ils vont prendre, en plus de leur travail normal, banal, régulier, des missions de justice restaurative. Ils vont essayer d'intégrer ça dans un quotidien professionnel déjà bien chargé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je me retrouvais avec des chiffres assez éloquents, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus en France de personnes impliquées dans la justice restaurative qui étaient des professionnels judiciaires et parajudiciaires que des personnes qui avaient participé à des mesures. Je me retrouvais avec... alors, les chiffres étaient énormes quand j'étais dans ma thèse, maintenant ça a un peu diminué, mais même encore aujourd'hui, je me retrouvais avec des proportions de... il y avait 10 fois plus de professionnels formés que de personnes qui avaient participé à des mesures. Aujourd'hui, on est sur
3 fois plus. Voilà, ça a diminué. Mais encore aujourd'hui, on a entre 3000 et 3500 personnes formées à animer des mesures de justice restaurative qui sont du coup investies dans cette justice restaurative à la fois en nombre plus grand, mais aussi sur une durée plus longue, parce qu'eux, ils vont enchaîner plusieurs pratiques de justice restaurative, alors que les participants, auteurs et victimes vont faire la leur et puis sortir. Et donc, entre 3000 et 3500 professionnels formés pour environ 1000 participants, participantes, auteurs et victimes. Donc 3 fois plus. Et c'est vrai que c'était assez intriguant comme résultat et ça m'a poussé à tirer ce fil très particulier qui est de dire finalement est-ce que c'est pas eux les premiers bénéficiaires de la justice restaurative en France? Et c'était le cas, c'est toujours le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres et ça ne veut pas dire que cet écart n'est pas en train de s'amenuiser parce que c'est le cas, mais étant donné la manière dont ça a été intégré au système judiciaire et institutionnalisé en demi-teinte en France, c'est une réalité. Ils sont investis à la fois en plus grand nombre et sur une durée plus longue dans la justice restaurative. Et alors, qu'est-ce que ça peut... Et donc, je dis que c'est une situation très franco-française parce que je crois qu'au Québec, et en tout cas en Belgique, ça c'est sûr, c'est pas le cas. C'est des professionnels autonomes qui sont dédiés à la justice restaurative en Belgique et ils sont une vingtaine. Au Québec, je ne sais pas combien ils sont, mais en tout cas, en Belgique, la situation était très différente. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Qu'est-ce que ça peut nous dire de l'institution judiciaire? Quelque chose d'assez intéressant, c'est que du coup, c'est ça la manière dont ça a été intégré et ça a un effet sur l'institution judiciaire, puisqu'en fait, tous ces professionnels judiciaires et parajudiciaires qui se sont investis dans la justice restaurative l'ont fait délibérément et ils y ont trouvé quelque chose que ne leur offrait pas ou ne leur offrait plus leur métier à un moment donné. C'est ce que moi j'appelais dans ma thèse un supplément d'âme à leur métier. Ça leur a redonné un sens à leur métier en remettant de l'humain en fait dans leur métier, en remettant du temps long, en remettant de l'émotion dans leur métier, en remettant du contact. Imaginez une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation qui ne remplit plus, dont le métier, qui est rentrée dans le métier pour en gros être dans un métier de contact et d'humain et d'aide, et qui se retrouve à remplir des grilles d'évaluation standardisées toute la journée, qui a 10 minutes à consacrer par mois à chaque personne suivie parce qu'elle a 120 dossiers au lieu d'en avoir 40, comme le recommande le Conseil de l'Europe, etc., etc. Et donc là, on lui propose même s'il faut qu'elle étende ses heures de travail bénévolement pour le faire, de se mettre à la justice restaurative. Donc ça a donné une forme de motivation, d'élan, de sens à pas mal d'agents du service public judiciaire élargi, on va le dire comme ça. Pour citer un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation que j'ai rencontré durant mon enquête de thèse. Il me disait, voilà, faire de la justice restaurative, je le cite, c'est une histoire d'idéal. La justice pénale apporte plein de frustrations dans notre métier et là, on trouve quelque chose pour nous enrichir, quelque chose qui donne du peps et du sens. Et donc, en fait, ça va répondre, cette justice restaurative, à pas mal de frustrations qui naissent d'un métier qui est beaucoup plus rétributif et gestionnaire de flux que ce qu'ils pensaient au départ. Et là où c'est paradoxal, c'est que du coup, en intégrant la justice restaurative, en intégrant quelque chose qui est en fait à la base une profonde critique d'elle-même, l'institution pénale va faire une opération de récupération de la critique réussie, on dirait ça comme ça en sciences sociales, puisqu'il va parvenir à remotiver ses agents et donc finalement à les faire assurer la mission de service public judiciaire qu'ils sont censés assurer, et pour autant tout en gardant des conditions de travail dégradées. Et donc paradoxalement, ça va permettre à l'institution judiciaire de se maintenir, de continuer son entreprise de modernisation, de précarisation et de dégradation, en offrant ce petit supplément d'âme au travail de ces institutions, de ces agents judiciaires et parajudiciaires. Donc du point de vue de la transformation du système pénal, qui est un des objectifs classiques de la justice restaurative, la stratégie d'entrisme qui considère à penser qu'on va transformer le système de l'intérieur, elle fonctionne pas très très bien en France, on va le dire comme ça.
si ce n'est qu'elle fait circuler dans l'institution judiciaire et elle vient renforcer dans l'institution judiciaire un discours qui souhaite réhumaniser, effectivement, pour reprendre le titre qu'on a donné à cette intervention, cette institution judiciaire. Et donc, elle vient participer à faire circuler un discours auprès des agents de l'institution judiciaire, mais aussi des pratiques de soins, d'écoute, de considération des justiciables au sein de cette arène judiciaire qui est en parallèle, effectivement, traversée par des courants qui restent beaucoup plus puissants, qui sont des courants managériaux et rétributifs, tels qu'on les connaît très bien dans un département de criminologie et de ici. Pour prolonger cette réflexion, mais aussi pour être un peu plus souriante, puisque vous avez compris que nous étions assez critiques sur ces réappropriation par l'institution judiciaire et par le ministère de la Justice, notamment de ce courant critique de la justice réparatrice. Je vais vous emmener du côté des participants et participantes à ces mesures. Auteurs, on parle d'auteurs en France, et victimes, enfin, on parle d'auteurs et d'autrices en France dans les milieux de la justice restaurative. Pas dans l'institution judiciaire. Donc ces effets, ils sont assez classiquement ceux que pose, que constate, que mesure la littérature scientifique internationale sur la justice réparatrice, c'est-à-dire des effets d'abord de reconnaissance et de revalorisation des personnes. Nous avons constaté avec un certain bonheur, ça allégeait un peu la charge critique que nous portons habituellement, que les effets, en particulier sur les victimes et sur les auteurs ou autrices, étaient des effets positifs qui confirmaient ce postulat commun à la littérature sur la justice réparatrice, que les émotions sont au cœur de ce qui s'y passe et que ce sont ces émotions qui rapprochent, qui permettent le dialogue et qui peuvent, dans certains cas en tout cas, favoriser une dynamique de responsabilisation et une dynamique d'apaisement du côté des victimes. Donc ça, c'est une chose que nous avons pu constater avec des limites relatives à la durée de l'enquête. Il manque encore cette magnifique enquête longitudinale qui permettrait de revenir longtemps après vers les auteurs, autrices et vers les victimes pour confirmer la force de ces dynamiques émotionnelles, ces dynamiques de reconnaissance. Notre enquête nous a permis toutefois d'aller interroger des victimes et des auteurs, en l'occurrence c'était des hommes, je vais employer le terme auteur, plusieurs années après la participation aux mesures. Ce sont des effets qui durent avec des conditions que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, il y a bien quelque chose qui se produit du côté de cette rencontre des émotions et cela fait du bien aux personnes. Je vais essayer d'être simple, clair et carré, avec néanmoins certaines questions que je vais évoquer très brièvement, mais là encore, c'est si vous souhaitez qu'au miroir déformant que nous vous offrons, nous réfléchissions ensemble, cela pose, cela confirme le côté thérapeutique de ces processus. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que ces effets sont quand même d'abord des effets individuels sur les personnes, effets individuels plus l'effet collectif, et j'essaierai d'expliquer pourquoi les effets collectifs doivent être réfléchis, effets individuels qui sont toutefois matinés aussi du caractère très social de ces émotions. J'essaie d'expliquer ce que j'entends par là. Nous avons observé des mesures portant sur les violences sexuelles et, je veux le dire de manière très brève, ce que nous avons constaté, c'est que se joue dans ces dynamiques collectives, en particulier dans les RCV et RDV, rencontres entre auteurs et victimes, des choses qui ont lié au fait que les émotions sont toujours des émotions genrées. Bref, mesdames, nous sommes douces, messieurs, vous l'êtes moins, et c'est aussi ce qui se joue dans ces rencontres-là, c'est-à-dire que ce qu'on a pu constater, c'est que notamment les victimes prenaient en partie sur elles le poids d'une forme de prise en charge et de responsabilisation des auteurs. Donc là, ce peut être une limite à travailler, c'est en tout cas ce qu'on a observé, c'est quelque chose qui nous semble intéressant de réfléchir plus avant, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles. C'est-à-dire quels sont les effets de ces mesures sur la prévention, la diminution des violences sexuelles. Est-ce qu'on doit en attendre, et on peut en attendre, des effets d'apaisement sur les victimes? Est-ce qu'on peut en attendre des effets sur les normes sociales, celles-là même qui rendent possible les violences sexuelles et leur caractère massif? Ça, c'est une question qui, pour nous, reste posée. Deuxième constat, là aussi assez clairement positif, on a constaté, notamment du côté des mesures de rencontre collective, un effet de resocialisation très net de victimes et d'auteurs qui ont des caractéristiques sociales très particulières dans notre enquête. Les auteurs,
je vous ai dit tout à l'heure, la part importante des violences sexuelles sont plutôt des auteurs. Ce sont plutôt des auteurs qui ont les caractéristiques usuelles des détenus en France. C'est assez comparable à ce qui se joue ici, c'est-à-dire que dans les prisons sont concentrées des personnes racisées qui ont des appartenances, enfin des caractéristiques socio-professionnelles plutôt défavorisées. C'est ce que confirme notre enquête, à une nuance près, c'est que ceux qui accèdent aux mesures de justice réparatrice, restaurative, ceux qui s'y impliquent sont ceux qui ont une compétence narrative, c'est ce qui leur permet aussi d'être sélectionnés par les professionnels, les animateurs, les animatrices donc, de la justice restaurative. Et donc, ces hommes-là présentent des différences par rapport à une population carcérale moyenne, et je pense que vous n'ignorez pas, parce que c'est la situation aussi ici, que la prison en France est devenue aussi une annexe de l'hôpital psychiatrique. Donc, on n'a pas un reflet strict, une symétrie parfaite de la population carcérale et des auteurs qui participent aux mesures de justice réparatrice. Et ça a des effets intéressants sur lesquels je reviendrai. Du côté des victimes, on a des femmes, là encore, puisque les violences sexuelles sont nombreuses, des femmes qui incarnent une diversité sociale bien plus grande, avec toutefois quand même une caractéristique commune qui est un isolement social, un fort isolement social qui explique un troisième effet positif de la justice restaurative sur lequel je vais revenir presque immédiatement. Resocialisation donc, les groupes qui se constituent autour de ces mesures forment des groupes d'interconnaissance qui vont souvent durer, qui sont socialement mixtes, et ça n'est pas toujours une chose qui se pratique en France. Donc c'est une caractéristique qui, à mon sens, doit être mise en avant. Et ce sont des groupes qui fonctionnent comme des groupes de père aidant, c'est-à-dire que ce qui va fonctionner dans ces mesures-là, c'est des formes de construction de solidarité qui vont souvent durer au-delà de la mesure, et on va retrouver ces personnes, parfois en duo de victimes et d'auteurs, venir présenter et promouvoir la justice restaurative dans des contextes très divers. Donc des effets de resocialisation qui sont nets et qui peuvent, pour ceux qui veulent absolument attendre de la justice restaurative des effets sur la récidive, qui peuvent avoir des effets intéressants sur la récidive. Alors nous sommes nous d'avis que ça n'est pas quelque chose qu'on peut étudier de manière directe et que de toute façon la récidive est intéressante à observer sur le temps long comme processus de désistance. Donc si on fait le pari qu'un auteur, au moyen de la justice réparatrice, accède à un milieu social qui n'était pas le sien initialement, cela peut avoir des effets sur la désistance. J'essaye de tenir en un temps très court des choses qui demanderaient à être dépliées longuement, mais on a trouvé que c'était intéressant. Troisième et dernier effet qui, pour le coup, nous a frappé et qui est assez peu mis en avant par la littérature scientifique et experte sur la justice restaurative, réparatrice. On a constaté, et c'est lié à cet effet de resocialisation, que la justice restaurative en France, elle fonctionne, et c'est lié à ses caractéristiques professionnelle qu'a évoqué Delphine tout à l'heure, elle fonctionne comme un guichet de l'État. Alors, je vais essayer de clarifier ce que je veux dire par là. On a en France, comme ailleurs, un État dont les capacités ont été assez largement affectées par le management public, par la restriction des ressources, avec les effets qui ont été évoqués sur les personnels judiciaires. On a donc un État qui économise sur ces guichets et qui, notamment dans certains territoires ruraux, qui sont concernés par ces mesures, ou territoires périphériques, qui limite son intervention et qui est beaucoup moins présent qu'il ne l'était il y a encore 2 décennies. La justice réparatrice, elle a un rôle qui nous a semblé extrêmement intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que dans la mesure où ces dispositifs sont pris en charge par des personnes qui sont aussi des agents du judiciaire, c'est-à-dire qui ont des compétences, qui ont des ressources, qui savent qui contacter dans telle gendarmerie, qui contacter dans tel service de psychologie ou de médiation familiale, les rencontres et les médiations sont aussi des lieux où ces personnes isolées reçoivent un appui assez constant, amical, chaleureux, par des animateurs et animatrices qui sont très fortement engagés dans l'animation de ces mesures. Et donc, la mesure de justice réparatrice, ce n'est pas seulement une rencontre entre auteurs, autrices et victimes, c'est aussi une re-rencontre entre victimes et auteurs et l'État, d'autre part, et l'institution judiciaire en particulier, puisque je tiens avec les détenus comme avec les victimes, nous avons vu qu'il y avait une institution très... Voilà. Donc, on a constaté que le point commun entre
les auteurs et les victimes qui voulaient s'impliquer dans ces mesures-là était d'avoir une relation très dégradée au processus pénal et à l'institution judiciaire. À certains égards, la justice réparatrice, elle vient réparer, réhumaniser cette relation avec l'institution judiciaire, pénale en particulier, mais aussi plus largement avec tous les guichets de l'État. Ça forme comme une forme de service public total. Et pour vous rendre l'intérêt de ce constat plus apparent, je vais rebondir sur une enquête qui a un grand succès aujourd'hui en France, et je crois que c'est arrivé jusqu'au Québec, qui est une enquête menée par un collègue suisse sur les bars tabac en France. C'est-à-dire qu'il évoque, cet auteur évoque la disparition très nette, 80% depuis 1960, des bars tabac en France qui sont, dans certains endroits en tout cas, les seuls lieux où on peut avoir des interactions qui vont au-delà de 5 minutes chez le boulanger ou sur un coin de rue. Et il évoque à partir de là, en tout cas cet auteur fait le lien entre la disparition très nette des bars tabac, de ces interactions sociales ordinaires, puis ces rencontres aussi avec les agents de l'État, ou en tout cas avec une diversité de rôles sociaux, et la croissance du score de l'extrême droite en France. Donc, ce qu'on voulait évoquer là, ce sur quoi on veut insister, c'est une chose assez rarement dite dans la littérature, c'est que la justice réparatrice, elle a aussi une portée, une signification par rapport à cette désertification du lien avec l'État, et aussi plus largement par rapport à cette raréfaction des interactions sociales. Avec encore une nuance, parce qu'on vous l'a expliqué, on a un rapport à la critique assez étroit. C'est un prolongement de l'État, c'est un prolongement de l'institution judiciaire, ça vient renforcer, renouer le lien avec l'institution pénale, mais ça prolonge aussi la logique du pénal, et on a constaté à plusieurs reprises que ces rencontres, en particulier lorsque ce sont des animateurs et des animatrices qui interviennent, viennent aussi permettre une forme d'action du pénal, et on pense notamment au signalement de certains actes délictueux des prisonniers, et en particulier par les victimes. Donc voilà, si on regarde ça du côté de cette revendication d'autonomie de la justice restaurative par rapport à l'institution pénale, c'est peut-être moins net. Conclusion, ou en tout cas voie de sortie, je vais vous amener sur un tout autre terrain qui est celui du procès des attentats de novembre 2015, attentats qui ont été commis dans 8 sites. Alors, si je fais cet exercice de recensement des lieux, c'est surtout pour dire que ça n'est pas que le Bataclan, mais c'est bien de cet attentat-là, de ces attentats-là que je parle. Très brièvement, je vous rappelle, mais j'imagine que vous le savez, que ces attentats ont fait 130 morts immédiatement, et quelques autres supplémentaires si on inclut des suicides qui ont eu lieu a posteriori, donc 130 morts. Par extension, ce sont plus de 2300 victimes qui ont été associées au procès, comme partie civile ou pas, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Attentats qui ont été commis à Paris et Saint-Denis par un groupe constitué par Daesh, par l'État islamique, donc un attentat très, très fortement coordonné. La chose que je veux évoquer brièvement, et du point de vue de la justice restaurative, c'est une enquête que j'ai menée avec des collègues assez nombreux, un collectif interdisciplinaire avec beaucoup de femmes, beaucoup plus que sur les panneaux qui sont ici. Collectif interdisciplinaire qui a observé pendant 10 mois ce procès exceptionnellement long. On a là un procès que le président de la cour d'assises, qui en était le responsable, a lui-même qualifié comme une justice de luxe. Donc, procès très long, avec des moyens importants dans une salle ad hoc, mais dans un contexte de multiplication de ces procès, et pour cause, multiplication des attentats en France aussi, avec 20 accusés représentant différents niveaux de responsabilité et quelques hauts responsables de Daesh qui étaient en règle générale absents. 20 accusés, 14 physiquement présents, qui ont tous été condamnés à des peines variées, mais souvent très lourdes. Et je pourrais évoquer pour l'exemple la peine de Salah Abdeslam, qui est une peine incompressible, ce qui est une rareté dans le fonctionnement de l'institution pénale. Ce sur quoi je veux insister, c'est que le fait est massif, vous n'ignorez pas, que la justice a répondu à proportion de ce fait-là avec une extrême dureté et avec des moyens extrêmement professionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas une cour d'assises ordinaire, on n'a pas de juré populaire dans ce cadre-là, ce sont des juges
professionnels qui sont responsables de l'organisation de l'audience, avec un parquet lui-même spécialisé, le parquet national antiterroriste, une forme de rigueur extrême dans l'enquête et un jugement extrêmement lourd, répressif, très classiquement pénal. Et c'est pourtant dans ce cadre-là, de manière assez inattendue, qu'on a vu surgir une forme, non pas de proposition d'animateurs spécialisés ou d'agents judiciaires vers la justice restaurative, mais une demande des victimes elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on voulait introduire cette chose-là. Alors, apparition, surgissement de la justice restaurative de deux manières. D'abord, le procès lui-même est un procès pénal. Dans un procès pénal ordinaire, la place des victimes est tout à fait restreinte, y compris en France, où en apportant ce mécanisme de représentation des parties civiles dans la procédure. Ce procès-là a voulu être à la fois très pénal et dans le même temps faire une large place aux victimes, et faire une large place aux victimes au titre d'un rituel de solidarité nationale avec ces victimes. Le lien avec la commande politique est assez fort, et cette place a été très massive, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs semaines consacrées aux dépositions des victimes, et les formes mêmes de ces dépositions ont largement dérogé par rapport aux procédures, aux formes de la procédure pénale ordinaire, et on a retrouvé ce flot des émotions qui caractérise la justice restaurative, au sens où les victimes sont venues à la barre, elles ont pu projeter des images de leurs proches défunts, familles endeuillées. Donc on a vu des images, des photos. Certains, nombreux, sont venus avec des t-shirts arborant le portrait de la victime. Donc on est sorti des formes usuelles de la procédure pénale qui veulent quand même que tout cela soit tenu et assez froid. On a parfois eu des chants et on a eu surtout beaucoup de larmes. Le procès pénal, alors même qu'il était tenu de manière rigoureuse et professionnelle, est devenu un lieu où les victimes ont pu dire leurs émotions, dire leurs peines, raconter aussi ce qui leur était arrivé, dans un registre qui semble extrêmement cathartique, c'est-à-dire qu'on a là, quand on y passe, l'impression que tout cela était parfaitement dosé. On avait juste ce qu'il fallait du pénal, et en même temps ce qu'il fallait aussi d'espace thérapeutique, là encore, pour aux victimes. L'esprit critique revient au galop, pardon. Quand on regarde cela de manière plus systématique, ce que nous avons fait pendant 10 mois, à peu près tous les jours, tous les après-midi en tout cas, et les soirées aussi, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la liberté laissée aux victimes de dire ce qu'elles souhaitaient dire était beaucoup plus restreinte qu'on ne pourrait s'y attendre dans un cadre qui met en avant ce droit à l'expression des victimes. Ce que je veux dire par là, c'est que les victimes étaient très fortement invitées à dire leur peine, leur souffrance, à raconter leur trajectoire thérapeutique, mais lorsque l'une d'elles s'avisait de dire sa colère, lorsque l'une d'elles voulait se tourner vers les accusés dans le box vitré, quand le souvenir de ma tête suit, pour en insulter un, c'était évidemment, la procédure pénale l'exige, beaucoup plus contrôlée, mais aussi, là encore, la procédure pénale l'exige, lorsqu'il s'agissait pour une victime de raconter autre chose que la peine liée à la commission de l'attentat, et en particulier lorsqu'une victime, par exemple une mère, voulait raconter ce qu'avait été la trajectoire de recherche du corps de sa fille, devant les vitres de l'Institut médico-légal, là, on était dans un registre qui interdisait l'expression pour des raisons simples. Ça n'était pas le fait qui était jugé, mais ça veut dire quand même que les logiques d'expression sont très encadrées. Voilà. On est dans l'expression libre et en même temps, on est dans une forme de restriction de ce qui peut être dit. Et c'est là que c'est intéressant, et ce sera une remarque finale à méditer ou pas. Ce qui nous a frappé, mes collègues et moi, c'est que c'est précisément dans ce cadre-là qu'une forme de demande exprimée par les victimes elles-mêmes de justice restaurative s'est manifestée. Ce que j'entends par là, c'est que, anecdote, on a constaté, chemin faisant, au cours de ces 10 mois, que certaines victimes, parties civiles, alors nombre restreint de ces victimes assistant quotidiennement au procès. Il y a toute une sociologie à faire, ce qu'on a fait, mais que je ne vais pas vous raconter ici. On a constaté que certaines de ces victimes, dans les couloirs du palais de justice installé sur l'île de la Cité, avaient de plus en plus tendance à aller voir 3
les accusés qui étaient en contrôle juridictionnel, donc accessibles, c'est-à-dire qu'ils fréquentaient la même machine à café ou les mêmes escaliers du palais de justice que nous. On a donc vu se multiplier les contacts, les formes de dialogue latéraux, discrets, dans les couloirs du palais de justice. Et ce phénomène-là s'est amplifié à tel point que, après les derniers mots des accusés, c'est une foule, ou en tout cas à nos yeux, qui étions nous là à l'arrière de cette immense salle des pas perdus, une foule qui s'est dirigée vers les boxes vitrées pour tenter d'échanger non seulement avec les accusés en contrôle juridictionnel, mais aussi avec tous les autres. Chose qui s'est aussi manifestée, et je ne devrais pas le dire, mais certains d'entre eux sont allés boire un café ensemble le soir même. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que plutôt que quelque chose qui se satisfaisait de cet exercice assez contrôlé de l'expression du traumatisme et de la peine, c'était une vraie avidité, une vraie soif de la part de certaines victimes d'aller dialoguer avec des accusés. Alors, pas quelles victimes, je préciserai, mais une soif de le faire qui correspondait aussi à un questionnement de la part de ces mêmes victimes sur ce que la procédure pénale ne montrait pas. Et c'est là que je termine. Il y avait systématiquement de la part de ces victimes et parties civiles, parisiens, souvent impliqués dans le secteur éducatif, une vraie interrogation sur ce que nous avions loupé. Pourquoi nos voisins, belges et français, ces jeunes hommes racisés, pourquoi étaient-ils devenus nos ennemis? Et cette question-là, elle ne trouvait pas à se contenter dans les réponses qu'offrait la justice pénale, et c'est aussi ça qui a alimenté cette demande de justice restaurative. Il nous a semblé que c'était intéressant de finir sur ce surgissement à même les marches du palais de justice pour, au fond, qu'on touche un peu une réalité de cette justice réparatrice. Voilà. En fait, la SOJAC, en fait, les 14 organismes communautaires autonomes à travers le Québec. Je pense que le lien est fort, en fait. La SOJAC, en fait, c'est des organismes communautaires. En fait, on ne fait pas partie des institutions, on est issu de la communauté, d'une volonté, en fait, directe. Puis le financement, en fait, c'est pas le ministère de la Justice, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Fait que ça marque vraiment une démarcation, en fait, avec ce que vous venez de mentionner. Dans le fond, 14 organismes, on fonctionne avec des comités de travail, en fait, donc des comités d'ingénierie de la médiation, du co-développement, etc. C'est de l'auto-organisation des 14 organisations à travers le Québec. C'est environ 110 intervenants et intervenantes qui s'impliquent, en fait, dans l'organisation, mais aussi des bénévoles à travers les différents... la médiation, en fait, médiation citoyenne particulièrement, on implique des personnes de la communauté, en fait, qui ne sont pas des salariés des organisations pour s'impliquer dans les processus de médiation au sein de leur milieu. Médiation pénale avec des jeunes contrevenants aussi, avec des adultes aussi. Sans ajouter des choses. Ouais. C'est peut-être la distinction, c'est qu'on n'est pas des agents d'État officiellement, sauf qu'on a des compromis à faire, on a des relations, des rapports, une entente avec les services sociaux qui s'appelle l'entente de collaboration. Chaque organisation, parce qu'on a une délégation pour, entre autres, être dûment accréditée, reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour appliquer, entre autres, les démarches de médiation en contexte pénal. Il y a, ma connaissance est limitée, mais il y a une direction au ministère de la Justice, qui est la direction de la justice réparatrice, qui existe, qui gère aussi le programme de mesures de rechange générale pour adultes. Donc, où il y a des pratiques de justice réparatrice beaucoup plus près de l'État, où là, le fonctionnement est un peu différent par rapport à ce qui se passe avec les mineurs, où il y a plus peut-être de l'attitude de laisser aux organismes de justice alternative. Une particularité peut-être qui nous distingue, c'est vraiment le fait qu'il y a les peines spécifiques pour les mineurs, donc ce qui arrive du tribunal, ce qui est plus connu, et il y a les sanctions extrajudiciaires. Dans le cadre des sanctions extrajudiciaires, qui est à géométrie variable au sein de l'ensemble de la SOJAC, mais en proportion dans certains organismes majoritaires des services offerts, il y a une consultation systématique des personnes qui ont été victimes avant que la décision soit prise. Donc, il y a un contact personnalisé, il y a une approche qui est faite, les victimes étant corporatives, institutionnelles, le policier, chauffeur d'autobus, monsieur et madame tout le monde, prof de tout le monde, là, qui est ciblé dans un rapport d'événement. Il y a une tentative de contact. Donc là, il y a un échange qui est fait sur une base très cordiale, conviviale, pour voir comment la personne se porte depuis l'événement,
fait à mentionner, en tout cas nous à Montréal, de plus en plus, les délais entre la commission de l'événement et le rapport d'événement qui nous est transféré à l'organisme pour le contact, comme non. Dans certains contacts, on contacte des gens, ça fait 18 mois, ça fait 2 ans. Si vous appelez pour le vol de votre voiture il y a 18 mois, ça fait un petit peu malaisant, donc on le fait quand même, parce que la normale devrait être plus du 3 mois, 4 mois si tout était normal, mais la nouvelle normalité prend des dimensions différentes. Donc, il y a ça. Donc, on contacte les personnes, voir comment ils vont depuis l'événement. Aussi les informer, parce qu'ils ont très peu d'informations, sinon aucune, depuis la commission d'événement. Sinon, des mauvaises informations qui sont diffusées par peu importe qui au sein de l'appareil de justice. Fait qu'on on informe ça et on s'enquête auprès d'eux de voir est-ce qu'ils ont besoin de leur part d'une forme de réparation qui peut prendre une multitude de, soit la plus directe, la médiation pénale, mais ce n'est pas la première question qu'on pose. On demande aux gens, est-ce que ça vous tente, vous, d'aller être assis face à votre infracteur? Ce n'est pas vraiment l'approche qu'on préconise, mais vous, dans un idéal, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces adolescents-là dans le contexte? Qu'est-ce qui vous conviendrait? Et on y va un peu la technique de l'entonnoir de façon la plus large possible. Et on ne présente pas nécessairement un menu restreint par rapport aux faisabilités du système de justice. Puis des fois, ça laisse place à certaines créativités intéressantes. Et ça, c'est un peu déstabilisant pour les personnes qui reçoivent ça. D'un, ils ne savent pas, qui ont bon chapitre, qui peuvent, des fois, ne croient pas, en disant, ah non, le système de justice décide, puis c'est déjà décidé. Non, non, c'est pas décidé. La décision s'en vient. Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer, vous pouvez teinter, influencer la décision qui va être prise par des gens des services sociaux auprès de l'adolescent, de l'adolescente. Et aussi, fait à remarquer, c'est que dans la loi sur le système de justice pénale pour l'adolescent, dans l'entente de collaboration, qui est faite, le premier niveau, le premier item qui est pris en compte par les personnes des services sociaux, c'est la prise en compte de la victime. Est-ce que les personnes victimes souhaitent une forme de réparation? C'est vraiment numéro un. Si la personne n'a pas été rejointe, ou si la personne ne souhaite pas, ce qui est tout à fait légitime aussi, ben, le deuxième niveau, est-ce qu'il y a possibilité de réparer adolescents, adolescentes auprès de la communauté? Et là, bon, ce qui est plus reconnu, c'est la majorité des décisions vont vers des travaux auprès de la communauté. Sinon, il y a des activités plus individuelles de sensibilisation. Fait que cet item-là de premier statut, on s'intéresse aux victimes. Et là, théoriquement, on ne se cachera pas que dans l'application et avec les nouvelles réalités de roulement personnel, de formation des gens au sein des services sociaux, ben, des fois, c'est pas tout à fait pris en compte. Des fois, c'est pas respecté. Il faut faire. Il y a toujours une idée de principe, mais il faut travailler pour le maintien de ce principe-là. La formation continue, je rappelle, de dire OK, tu as pris telle décision, est-ce que tu as lu mon compte rendu parce qu'on retourne les comptes rendus suite aux consultations victimes? Le compte rendu, lequel, bon, il faut toutefois, il faut rappeler que la pertinence de. On fait cette démarche-là, il y a quelqu'un au bout, puis dans 99% des situations, les gens qui souhaitent ou pas obtenir réparation souhaitent être informés. Ça, c'est quasi unanime. Donc, nous, on a un retour de la décision rapide. Fait que oui, la décision, nous, on est l'intermédiaire, on est le messager. Mais, on souhaite une cohérence, mais nous, on n'a pas. C'est un peu un système à deux têtes. Là. Il y a une décision qui est prise par les services sociaux. Nous, on a consulté les personnes victimes, on retourne la décision par les personnes victimes. Ça se passe bien et justement, comme vous le disiez, c'est vraiment un travail qui est valorisant. Parce que les gens sont contents qu'on nous attire, peuvent s'exprimer, prennent parole, s'informent. Et c'est vrai que c'est valorisant. C'est vrai que peu importe ce qui est arrivé, peu importe la gravité de l'événement, ils sont pris en compte. Ça, c'est vraiment. Mais là-dessus, si je peux me permettre de relancer un peu le débat là-dessus, parce qu'en fait, nos deux interlocutrices françaises soulignent à quel point la justice réparatrice a un ancrage différent de par la place, notamment l'ancrage direct avec l'État, les professionnels de l'État. Là, on voit qu'au Québec, c'est un petit peu différent. J'aurais presque envie de vous poser la question. Si en France, on parle d'une réhumanisation, et j'aurais quelque chose à dire sur le fait de dire réhumanisation, mais si on parle de réhumanisation, est-ce que avec cet ancrage très différent, est-ce que vous avez l'impression qu'au Québec, on est déjà dans une forme d'humanisation de l'institution judiciaire, puisque
l'ancrage est plutôt communautaire avec des personnes qui ne sont pas associées. On parle du lien avec santé et services sociaux. Donc, par ricochet, comment vous réagissez à ça? Avez-vous l'impression qu'au Québec, on serait dans une forme d'institution qui est déjà dans une forme d'humanisation de par cette différence-là? Honnêtement, non. Honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement, il y a une scission entre le social et le judiciaire par rapport aux acteurs, sur les préoccupations, sur la sensibilité. Quand, par exemple, on dit est-ce qu'il y a une décision ou quand on questionne, par exemple, les intervenants en disant est-ce que c'est parce que moi j'ai contacté une victime et la personne est vraiment intéressée. Ben, tu sais, c'est des réponses. On ne sent pas toujours l'empathie nécessaire. Là, tu sais, on n'est pas nécessairement sur la même page. Je sais qu'il y a des efforts de fait dans les tribunaux. Il y a des efforts de fait. Anecdote, pour être allé en chambre de jeunesse récemment, avec le barrage de je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le contrôle des armes à feu, le contrôle des policiers de l'État qui sont là avec, comme douane. Il faut déposer nos choses, puis c'est vraiment ça l'accueil. Je ne sais pas, la réhumanisation dans ce contexte-là, elle donne quel effet? C'est impressionnant, même quand tu vas visiter le lieu, quand tu vas rencontrer, tu vas chercher un ami pour aller prendre un café, juste cet effet-là n'est pas sans. C'est pas anodin. Donc, pas nécessairement. Ben, pas C'est ça nécessairement. la réponse. Cette volonté-là. Si vous voulez intervenir aussi, C'est personnel, je n'engage pas la Sojac là-dedans. Mais c'est vraiment dans la pratique, il y a deux mondes, il y a deux réalités. Je pense qu'il y a des pas qui sont faits. Au tribunal adulte, on y va moins souvent, mais quand on y allait, il y a vraiment plus de sensibilité des magistrats, des juges, de dire écoutez, un maître, un tel qui défend, il y a des victimes ici qui attendent, allez-y, ce qui était nouveau, c'est moins utilitaire, c'est moins instrumentalisé. Il y a une sensibilité, je pense, plus grande, mais pour moi, on n'est pas d'escargot là-dedans, ça avance, mais il reste un immense chemin à faire. Oui, non, c'est toi que je voudrais entendre sur le réhumanisation. Oui, ben, moi j'avais un peu cette question-là, parce que de parler de réhumanisation, nécessairement, ça veut dire qu'il y a déjà eu un temps où cette institution était humanisée. Alors moi, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que votre conférence s'appelle Réhumaniser l'institution. Donc, bon, c'est le hasard des titres, mais en l'occurrence, on a quand même une réponse, un bout de réponse, mais en fait, c'est moins réhumanisation de l'institution pénale qui correspond tout à fait à ce portrait. D'ailleurs, même au procès des attentats de novembre, on avait un contrôle, d'ailleurs. Ouais. Surtout, à ce procès-là, on avait un contrôle policier, et beaucoup de victimes avaient l'impression de vivre dans une forteresse, donc même là, la froideur s'imposait. Non, même en France, où les victimes ont un rôle de partie civile accrue, donc une importance relativement plus forte dans la procédure, on n'est pas dans la réhumanisation, c'est-à-dire dans l'humanité perdue et retrouvée de l'institution pénale. Mais réhumanisation, je pense que ça fonctionne beaucoup et surtout dans le rapport plus large à l'État, c'est-à-dire dans la réintroduction de liens avec les guichets publics. Donc c'est au-delà de l'institution pénale. Je pense que ce titre-là vaut. Il y a bien des guichets, des allocations familiales, des services sociaux étaient présents, les mêmes services sociaux d'ailleurs, étaient présents sur les territoires, le sont moins, et c'est donc plutôt là, à partir des problématiques pénales, que le lien est un peu humanisé. Dans la première partie, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous parliez de justice réparatrice, justice transitionnelle, justice transformatrice. Puis un peu pour nous présenter auprès de ceux qui ne nous connaissent pas, je trouvais intéressant que vous parliez des principes communs parce qu'on a un peu ces axes-là au centre, d'une manière un peu informelle, mais on a 4 axes dans notre mandat. On a l'axe de la justice réparatrice, avec la spécificité qu'on travaille, nous, au CSJR, en crimes similaires. Les gens ne se connaissent pas, mais ils ont subi et commis des crimes semblables, en groupe ou en face à face, et on ajoute des citoyens, des membres de la communauté, pour appeler la dimension sociale au crime. Donc ça, c'est notre premier axe, les rencontres de justice réparatrice. On pourra en revenir, la différence avec la France. L'axe transitionnel,
c'est en lien avec nos ateliers de guérison des mémoires qui viennent d'Afrique du Sud, qui ont été créés après la commission Vérité-Réconciliation, justement en Afrique du Sud, pour recréer des liens entre la population noire et la population blanche en Afrique du Sud après l'apartheid, et de comment ensemble on apprend à écouter l'histoire de l'autre et à reconnaître la souffrance de l'autre, mais aussi à travailler, à cheminer ensemble pour se rappeler qu'avec les principes Ubuntu, si on ne fait pas le travail soi-même, ça ne va pas avoir un impact collectif, et ce que le collectif fait a un impact sur nous-mêmes. En fait, tout est lié. Donc, il y a cette dimension-là des ateliers de guérison des mémoires qu'on offre ici pour des personnes autochtones, des personnes québécoises, des personnes immigrantes, pour essayer de créer du lien social et s'entendre dans nos histoires partagées, parce qu'on peut être tous des blessés guérisseurs dans tout ça. Le troisième axe, en lien avec la justice transformatrice, qu'on a essayé de développer par des projets pilotes, Hélène a participé à l'un d'entre eux notamment. C'est encore exploratoire pour nous, on commence à les faire depuis 2022. On en a eu plusieurs, on en a eu un sur tout ce qui est lié à MeToo, la culture du viol, parce que la justice transformatrice travaille sur les enjeux collectifs, donc on regarde plus cette dimension systémique. On a travaillé avec des communautés autochtones après l'affaire Joyce Echaquan, en lien avec aussi les rapts d'enfants par autochtones dans les hôpitaux et institutions. On a récemment, cet automne, travaillé sur les abus et le silence dans l'Église catholique, où il y avait la participation aussi de représentants d'Église, au-delà de personnes ayant été condamnées, personnes victimes, mais pour vraiment travailler aussi au niveau systémique. Donc ça, c'est un volet qu'on essaie de réfléchir aussi. Et après, on a un quatrième axe qui est plus de l'ordre de pratiques réparatrices, avec des ateliers thématiques, avec de l'art libérateur. On travaille beaucoup avec, par exemple, Dominique, après sa démarche, mais tu pourrais en parler d'ailleurs, je pourrais passer la parole à ce moment-ci. Et aussi de personnes qui vont présenter leur parcours auprès de personnes victimes, auprès d'auteurs de crimes. Donc ça, c'est aussi des échanges qui sont plus de l'ordre de pratiques réparatrices, parce que là, le crime n'est pas relié, enfin, n'est pas similaire, mais quand même, il y a des choses qui se vivent dans ces échanges-là, ou à partir d'ateliers thématiques, comme par exemple des ruptures familiales après la violence. En tout cas, on a plusieurs choses comme ça qu'on propose. Et sur la deuxième partie, en lien avec la France, c'est sûr que nous, nos animateurs, c'est aussi le communautaire. On est assez proche dans l'esprit de la SOJAC et de Trajet. On n'est pas de l'ordre du judiciaire ou parajudiciaire. Et sur les trois effets dont on parlait, les effets plus individuels, thérapeutiques, les effets de resocialisation, les effets plus par rapport à l'état dont tu parlais, nous, ce qu'on voit aussi, on les voit, ces trois niveaux d'effets, mais ce que je trouve intéressant, c'est dans le troisième niveau, c'est aussi les sentiments d'une plus grande confiance dans la société, au-delà de l'État, la société, parce qu'il y a des citoyens qui participent au processus et qui vont se positionner, se responsabiliser, s'engager citoyennement auprès des personnes victimes, par exemple. Et ça va avoir un effet d'avoir plus confiance que les citoyens vont être là à mes côtés si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive. En fait. Donc, il y a ça qui est un peu similaire, mais qui n'est pas lié directement à l'État. En fait. Alors que les membres de la communauté en France sont assez fréquemment, même s'ils doivent occuper la même position, sont assez fréquemment issus aussi des professions judiciaires. Oui, tandis que nous, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde, c'est vrai.